Voilà, donc l'objectif de cette présentation, c'est que nous, on souhaitait à l'IFIP pouvoir illustrer la méthode label bas carbone. Donc, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, elle est en phase de construction avec des choix de paramètres et des méthodes de calcul voilà, qui sont dans le document. Mais on voulait voir ce que ça pouvait donner sur le terrain, enfin en tout cas avec des cas d'élevage. On est encore dans une phase de simulation. Hein, les cas qui vont être présentés là par Loïc, ce sont des éleveurs qui aujourd'hui n'ont pas mis en place ces leviers d'action. On est vraiment sur de la simulation, mais ça pouvait être une intention par rapport à leur configuration. Et voilà, donc c'était l'objet. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous dire. Hein. L'objectif ici, c'est d'évaluer les réductions d'émissions que l'on pourra obtenir avec la mise en place de certains leviers qui sont intégrés dans la méthode label bas carbone. Voilà, sur la base de cas d'élevage, je réaffirme, enfin redis que, encore une fois, les leviers, les paramètres qui sont aujourd'hui dans la méthode, ils sont susceptibles d'évoluer en fonction aussi des choix du ministère, ou en tout cas des autorisations du ministère sur l'intégration de certains leviers. Donc, on s'était tourné vers Evelop parce que c'était aussi un groupement qui était dans le cadre du comité de pilotage et qui puisse nous proposer 2 cas d'élevage qui avaient déjà fait leur diagnostic JIP et aussi, donc il y avait aussi leur GTE G3T. Donc là, on a fait, nous au LIFIP, on a simulé des émissions de gaz à effet de serre et donc quantifié les réductions possibles afin d'appréhender un petit peu le niveau de rémunération qu'on pouvait espérer. Et puis l'idée à la fin, c'est qu'effectivement, on recueille le point de vue développe sur cette méthode et la mise en œuvre des leviers. Donc Loïc, je te laisse la main. Ok. Donc les 2 élevages qu'on a retenus sont des élevages qui se posent des questions justement sur la décarbonation. Donc le premier, c'est un élevage naisseur-engraisseur de 600 truies avec 5300 places d'engraissement, qui a une alimentation FAF avec une incorporation de taux de soja de 12% en engraissement. Et sur la gestion des effluents aujourd'hui, donc il est intégralement sur caillebotis intégral, évacuation des lisiers en fin de bande, donc de façon assez longue, et de stockage en fosse non couverte aujourd'hui, avec une fosse dédiée à la partie engraissement et une fosse dédiée à la partie naissage et post-sevrage. Voilà. Et c'est un élevage qui fait déjà de la production d'énergie en panneaux photovoltaïques. Donc le levier qu'on a voulu actionner, sur lequel il réfléchit, en fait, il y a des bâtiments qui sont assez anciens sur cet élevage-là, et donc il réfléchit à la construction d'un nouveau bâtiment de 600 places d'engraissement. Et donc, on voulait voir l'impact en fait de le construire soit en fosse profonde, soit avec raclage à plat, et puis du coup un stockage vers la fosse extérieure qu'on pourrait couvrir avec une couverture type nénuphar, avec mise en place donc d'une torchère, puisque la réglementation maintenant va l'imposer, et puis l'investissement dans une chaudière gaz. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cet élevage aussi a un système de chauffage de ses maternités post-sevrage avec un réseau eau chaude. Voilà. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. Voilà. Et puis, pour l'instant, on a décidé de ne pas couvrir la deuxième fosse pour bien mesurer en fait l'impact de la couverture nénuphar. Le deuxième élevage, donc, c'est un naisseur-engraisseur partiel, donc de 750 truies. Donc là, la partie alimentation des truies et des PS, c'est de l'aliment complet qui est acheté. Et par contre, il y a de la FAF sur la partie engraissement, avec aujourd'hui de l'incorporation du taux de soja à 13% en croissance et 10% en finition. Et je rajoute aussi un petit élément qui servira tout à l'heure, c'est qu'il utilise déjà également un peu de tourteau de tournesol dans ses formulations aujourd'hui. Donc, au niveau de la gestion des effluents, on est sur caillebotis intégral également avec évacuation en fin de bande. Et ici, le stockage est fait en fosse extérieure qui est déjà couverte. Donc, l'idée, c'était de voir l'impact de réduction de l'utilisation du tourteau de soja, donc en le diminuant d'une part de 50% dans l'aliment engraissement. Donc, dans l'aliment en croissance, on est passé de 13 à 6,5%, et dans l'aliment finition, on a réduit de 10 à 5%. Et donc, ça a été le soja remplacé par du tourteau de tournesol décortiqué, voilà, qui est déjà utilisé sur l'exploitation. Donc, c'était l'intérêt. Et pas de changement sur la partie alimentation des truies et des PS. Donc, sur cette base-là, nous, avec l'outil de calcul que nous avons donc développé à l'IFIP, alors qui aujourd'hui n'est pas, donc la version actualisée des JIP n'est pas disponible actuellement
en version publique dans la phase web. Elle le sera en fin d'année 2022. Donc là, encore une fois, les simulations, donc j'insiste, ce sont des simulations qui sont donc calculées en cohérence avec les critères et les paramètres qui sont présentés dans la méthode label bas carbone. Tout à l'heure, Sandrine vous parlait des PRG. Là, je vous dis que je vous informe. Voilà, on a fait les calculs avec des PRG de 28 pour le méthane et de 265 pour le protoxyde d'azote. Donc, c'est le 5e rapport du GIEC. Voilà, c'est pas forcément les mêmes PRG dans Agribalise. En tout cas, ce sont les mêmes PRG qui sont pris dans la méthode grande culture, par exemple. En tout cas, il faut vraiment avoir ça en tête parce que vous verrez que les chiffres sont aussi très différents en fonction des données de base que l'on utilise. Et comme l'a dit Sandrine, eh bien, il y a aussi la valeur d'impact suivant la base que l'on va chercher. La valeur d'impact sur certains produits peut être très contrastée. Et notamment, le tourteau de soja brésilien est très différent entre la base de données européenne GFLI et la base de données française Ecoalim, voire adossée à Agribalise. Donc là, c'est vraiment avoir aussi des ordres de grandeur, des quantités d'émissions de gaz à effet de serre que l'on aura pu éviter avec la mise en place de ces deux leviers. Alors, donc le premier cas, je vous rappelle que c'était la méthanisation sur le lisier de porc-engraissement. La mise en œuvre du levier donc de la méthanisation psychrophile permet sur une année de réduire de 871 tonnes les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui correspond, donc ici sur le graphique, vous avez dans la première partie les émissions liées à la situation totale, à la situation initiale, et ici les émissions totales liées associées au levier méthanisation de type nénuphar. Donc, on voit que la mise en œuvre du levier permet de réduire à peu près d'un peu plus de 10% les émissions de gaz à effet de serre totales. Mais si on zoome sur le poste particulièrement concerné, c'est-à-dire les émissions au stockage les émissions au stockage-traitement, eh bien, la mise en œuvre du levier permet de diminuer de 61% les émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on dit gaz à effet de serre, il faut avoir en tête que ce sont vraiment les kilos de CO2 et qu'on a intégré dans ce calcul de kilos de CO2 le CH4 et le N2O qui ont été multipliés par les valeurs du PRG. Donc, le CH4 et le N2O n'ont pas disparu, c'est juste que tout est redevenu du CO2. Donc aujourd'hui, si on est à 30 € de la tonne de CO2 évité, eh bien, on peut attendre une rémunération de l'ordre de 26 000 € par an. Et si vous avez mis en place votre projet dès le début, votre méthanisation dès le début du projet, vous pourrez le valoriser sur 5 ans. Donc, ça fait un gain total à la fin de 130 000 €. Là, je vous ai proposé une simulation, mais une simulation économique, mais encore une fois, c'est avec des coûts et des prix d'achat, par exemple, du gaz aujourd'hui. Le prix d'achat du gaz n'était pas le même il y a un an. Donc, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur, mais je dirais, on met aussi beaucoup de warning. Là, on a le budget d'investissement et fonctionnement, qui nous ont été transmis, par exemple, par le fournisseur. Bon, après, effectivement, en fonction du terrain, de la configuration, ces coûts peuvent être aussi revus à la hausse. On a intégré le coût du raclage. Donc aujourd'hui, avec un prix d'achat du propane, du gaz à 10 centimes d'euros, compte tenu des quantités, donc ce gaz produit par méthanisation, il va être valorisé sur la période hivernale, pour le chauffage de la maternité, du post-sevrage et d'une partie de l'engraissement. Donc en gros, on valorise, on a estimé à un peu plus de la moitié du biogaz produit, puisque le biogaz produit en été, on ne va pas l'utiliser, on ne va pas pouvoir le valoriser pour chauffer. Et là, dans cette configuration-là, on arrive à un retour sur investissement. Donc là, on intègre aussi des subventions. Et on arrive à un retour sur investissement sans le label de l'ordre de 5 ans. Et avec l'intégration de la rémunération liée au label, on arriverait sur un projet assez rentable avec un temps de retour sur investissement de 2 ans. Mais encore une fois, ce sont avec des chiffres. Aujourd'hui, il suffit de faire varier déjà le prix du propane. Vous n'êtes plus à 5 ans de temps de retour sur investissement. Mais voilà, c'est avoir en tête que c'est une photographie à l'instant T avec ces paramètres. Le deuxième cas, donc là, on est sur une réduction de 17 000 € par an et soit sur 5 ans une rémunération de 85 000 €. Encore une fois, sur la base du prix de l'aliment en juillet 2022, la transformation, donc l'activation du levier
aboutissait à une réduction du coût de l'aliment croissance et une augmentation, un surcoût de l'aliment finition, qui se traduisait donc en fonction des quantités consommées à l'échelle de l'élevage par un surcoût de l'ordre de 2 500 € par an, et donc un surcoût sur l'ensemble des 5 ans d'un peu plus de 12 000 €. Mais encore une fois, c'est en fonction de la configuration qui a été là retenue et du type de matière première choisie. Sachant, comme l'a dit Loïc, hein, c'était un remplacement du tourteau de soja par du tourteau de tournesol décortiqué, et puis aussi un ajustement avec les acides aminés. Et là, si on cible uniquement le poste qui a été impacté, c'est-à-dire l'aliment porc engraissement, eh bien, on arrive à une baisse de 25% de l'impact de l'aliment porc engraissement. Je vous mets juste ici à titre d'illustration ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le choix de la donnée d'entrée de la valeur d'impact de la matière première. Ici, on est dans le choix. Ce que je vous ai présenté, c'est avec une valeur d'impact du tourteau de soja brésilien issu de la base de données européenne GFLI. Aujourd'hui, dans la base de données Agribalise et avec les données qui vont sortir, qui vont être validées prochainement, on est sur une valeur d'impact qui est quasiment 2 fois plus faible. Et donc, on n'est pas à 566 tonnes, mais à 246 tonnes de réduction, et donc un gain d'émission de 4,4%. Et vous voyez que le niveau de rémunération, en conséquence, est beaucoup plus faible. Donc là, c'est juste pour vous alerter et dire qu'il va falloir impérativement que toutes les méthodes qui vont sortir, en tout cas dans le milieu agricole, soient homogènes. On travaille en ce sens avec l'ensemble des instituts techniques, mais voilà, l'importance aussi des données d'entrée sur cette quantification des émissions. Donc maintenant, Loïc, si tu veux nous faire un retour sur, voilà, au regard de ces résultats, quelle pourrait être la mobilisation des éleveurs, voir aussi quels peuvent être les freins liés à la mise en place de certains leviers, et puis aussi pourquoi, enfin voilà, comment, quelle peut être l'attitude par rapport à l'engagement dans la démarche LBC, et plus largement, peut-être comment le groupe Evelop s'implique ou s'engage dans la décarbonation. Ok, merci. Donc là, vous l'avez vu, on a actionné 2 leviers, on va dire, majeurs dans les impacts, hein. C'était d'une part la gestion des effluents et d'autre part la partie alimentaire. Bon, on va dire que les leviers d'action aujourd'hui sont assez facilement accessibles, je pense, d'un point de vue technique. Il n'y a pas forcément besoin d'investissement conséquent toujours. Donc, on peut espérer une bonne mobilisation des éleveurs à ce sujet-là. Ce qui est un peu plus incertain, c'est le marché du crédit carbone. Vous l'avez vu, bon, selon les références, selon le prix qu'il y a, on ne sait pas trop les crédits auxquels on aura accès. Par contre, c'est certain que ça sera un élément qui permettra d'accompagner dans la démarche. Voilà, on ne va pas aujourd'hui se dire qu'on fait des projets de décarbonation pour espérer gagner de l'argent sur le marché du crédit carbone, mais ça sera un plus pour aider aux investissements. Et ce qui est important aussi à noter, c'est que en fait, toutes les actions qui vont améliorer la compétitivité des élevages, en fait, vont contribuer à la décarbonation. Et donc aujourd'hui, en fait, à travers l'évolution des pratiques des élevages depuis plusieurs années, en fait, les éleveurs de porc font déjà de la décarbonation, mais probablement sans le savoir aujourd'hui, quoi. Donc, je pense que voilà, la filière porcine, elle sera mobilisée sur la décarbonation parce que les pratiques existent déjà. Donc l'intérêt des outils aujourd'hui, c'est que ça va nous permettre de le quantifier et puis après de pouvoir éventuellement le valoriser. Sur les freins à la mise en œuvre des leviers, il y a 2 catégories. Il y a des freins techniques. Là, on a parlé d'une couverture nénuphar, par exemple. C'est quand même des solutions qui ne vont pas être malheureusement applicables dans tous les élevages. Il faut déjà avoir du stockage extérieur. Il faut avoir du lisier assez méthanogène. Voilà, donc ça paraît assez simple effectivement à mettre en œuvre, mais l'état du parc bâtiment ne le permettra pas tout le temps. C'est pareil pour le raclage à plat. Là, on a un projet où l'éleveur réfléchit à reconstruire les places d'engraissement. Donc c'est bien, il va pouvoir peut-être faire du raclage à plat. Si vous avez déjà des bâtiments existants en fosse profonde, vous ne mettrez pas du raclage à plat, quoi. Donc voilà, ça c'est un des freins techniques. Sur la partie méthanisation mésophile aussi, on peut en parler. Le lisier de porc, il est peu méthanogène, donc il faut souvent incorporer des, des parties végétales dedans, donc réfléchir à changer son assolement, voire apporter des intrants extérieurs. Voilà, il faut se former aussi à faire fonctionner une unité de méthanisation mésophile. Et puis les investissements là sont plus conséquents. Donc c'est aussi un bon levier. Par contre là, la marche, elle est quand même beaucoup plus importante à franchir. Donc ce ne sera pas forcément non plus celle qui sera peut-être le plus utilisée.
Et pour la partie alimentaire, ce qui était intéressant ici, donc on a vu, c'est un élevage qui utilise déjà du tourteau de tournesol, qui a déjà le stockage en place. Ben, voilà, tous les faffeurs aujourd'hui n'ont pas forcément le stockage approprié pour les différentes matières premières. Donc il y aura aussi toute cette gestion technique du stockage des matières premières à voir. Et puis là, ben, tous les partenaires en fait nutrition, même pour l'aliment complet, auront leur rôle à jouer dans le conseil qu'ils vont apporter sur la partie décarbonation. Voilà pour les quelques freins techniques. Par rapport à l'engagement dans la démarche label bas carbone. Donc, on l'a vu, c'est une démarche, la démarche label bas carbone porc qui concerne que l'élevage. Et donc aujourd'hui, bah, ça peut être un frein parce que en fait, pour rentrer dans une démarche de décarbonation complète à l'échelle de l'exploitation, eh ben, il va falloir peut-être faire un diagnostic porc, un diagnostic culture, un diagnostic bovin si vous êtes bovin, etc. Donc ça peut être aussi un frein parce que c'est une première étape. Bon, on va dire c'est peut-être une demi-journée de réaliser un diagnostic, mais bon, bah, les éleveurs, il va falloir les motiver aussi à se poser et puis à prendre le temps de faire tous ces diagnostics par atelier. Donc peut-être que certains choisiront aussi de faire un diagnostic que sur un des ateliers qu'ils estimeront peut-être le plus rémunérateur sur le marché du crédit carbone. Voilà. Ce marché du crédit carbone, on l'a dit, il est quand même très jeune, très peu structuré aujourd'hui. Donc, il y a vraiment nécessité qu'il soit structuré. On a plein d'acteurs qui se mettent sur le marché. On parle de 30 eurotonnes aujourd'hui, la valorisation de la tonne de carbone. Bah, est-ce que ça sera toujours 30 eurotonnes demain? On n'en sait rien. Donc voilà, je le redis, pour moi, ce sera un plus en fait pour accompagner les éleveurs dans leur projet. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que c'est ça qui va motiver sur la décarbonation. Voilà. Et puis, bah, ça a été évoqué tout à l'heure aussi, bah, tous ceux qui ont déjà fait qui ont déjà mis en œuvre des leviers, ben voilà, ils ne seront pas rémunérés aujourd'hui. Enfin, ils peuvent toujours intégrer la démarche label bas carbone, mais leur marge de manœuvre reste plus faible. Donc, ça serait certainement plus intéressant de travailler en fait sur une rémunération du kilo de porc bas carbone pour motiver l'ensemble de la filière. Et puis pour terminer, ben, la mobilisation au niveau des enveloppes. Donc aujourd'hui, on s'est mobilisé déjà dans la démarche, dans le comité de pilotage. On a formé tous les conseillers environnement à faire des diagnostics bas carbone. Mais surtout, et ce qui me semble important, c'est qu'on a aussi mobilisé tous les intervenants au niveau de la coopérative. Parce que, en fait, la décarbonation, c'est une affaire de transversalité. Et donc, en fait, on l'a vu, les différents leviers, c'est tous les services de conseil d'une coopérative, en fait, doivent être mobilisés pour accompagner les éleveurs. Voilà. Les leviers sont multiples. Et donc aujourd'hui, c'est très important que cette transversalité soit mise en œuvre.